Ma femme m'a conduit à l'hôpital, a laissé mon portefeuille à l'accueil et s'est volatilisée pendant 5 jours. Lorsqu'elle est finalement revenue, elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle a demandé si j'étais toujours en vie. La réponse de l'infirmière a fait disparaître toute couleur de son visage. C'est à ce moment-là que j'ai compris que l'accident n'avait jamais été un accident. Je m'appelle Curtis Davenport. J'ai 58 ans. J'ai passé les 22 dernières années à gérer des réseaux de distribution régionaux pour une entreprise de produits alimentaires et de biens de consommation couvrant 4 États du Midwest. Je connais la chaîne d'approvisionnement comme certains hommes connaissent leur propre jardin. Chaque itinéraire, chaque goulot d'étranglement, chaque maillon faible. Je pensais connaître mon foyer de la même manière. J'avais tort. Lorraine et moi étions mariés depuis 26 ans lorsque tout s'est effondré. Nous avons eu 2 enfants ensemble, ou du moins c'est ce que je croyais. Kyle, notre aîné de 29 ans, et Emma, 23 ans, qui termine son programme d'études supérieures à Columbus. J'ai entraîné les équipes de baseball de Kyle, je l'ai conduit à l'entraînement de lutte 3 matins par semaine au lycée, je l'ai aidé à emménager dans son premier appartement. J'ai fait tout cela sans hésiter, parce que c'est ce que font les pères. La nuit où tout a commencé, je revenais d'une réunion fournisseur à Cincinnati. Fin novembre, le ciel était déjà sombre à 16h30, la température chutait rapidement. J'étais sur la route depuis 6h ce matin-là, et j'étais fatigué. Ce genre de fatigue qui s'installe derrière les yeux et rend les lumières de l'autoroute un peu floues. À environ 60 km de Dayton, j'ai remarqué que la pédale de frein semblait molle. Pas alarmant, juste légèrement anormal. Comme un mauvais pressentiment qui commence avant qu'on puisse le nommer. J'ai touché les freins à l'entrée d'une longue courbe en descente. La voiture a ralenti, mais pas comme elle aurait dû. J'ai appuyé plus fort. La pédale s'est enfoncée plus loin que prévu, et la voiture a continué à dériver. J'ai braqué, essayé d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence, mais celle-ci disparaissait dans un court remblai et la voiture a piqué du nez violemment avant que je puisse corriger la trajectoire. L'airbag m'a frappé comme un mur. J'ai entendu la vitre passager céder, puis le silence. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital à Dayton avec 2 côtes fracturées, une commotion cérébrale et une entaille le long de ma tempe gauche qui a nécessité 11 points de suture. La chambre sentait l'antiseptique et l'air recyclé. La chaise à côté de mon lit était vide. L'infirmière Elena Ruiz est celle qui a comblé les trous de ma mémoire. Elle était calme et professionnelle, ce qui, d'une certaine manière, rendait la chose pire. « Votre femme vous a amené », m'a dit Elena en vérifiant mon dossier sans lever les yeux. Elle a laissé son portefeuille et sa carte d'assurance au bureau des admissions. J'ai attendu la deuxième partie de cette phrase. Elle n'est pas venue. Quand revient-elle ? Ai-je demandé. Elena a marqué une pause. Juste un instant, mais je l'ai remarqué. Elle n'a pas appelé pour vérifier votre état, a-t-elle dit prudemment. Vous n'avez eu aucun visiteur. Je me suis dit qu'il y avait une explication. Lorraine détestait les hôpitaux. Elle les a toujours détestés. Elle avait attendu dans la voiture les 2 fois où sa propre mère avait été opérée. Je me suis dit qu'elle gérait son anxiété, qu'elle appellerait bientôt, qu'elle était probablement juste dépassée. Je me suis raconté beaucoup de choses durant ces premières heures. Le 2e jour, j'ai demandé à emprunter une tablette pour vérifier mes emails professionnels. C'est là que j'ai trouvé la première chose qui ne collait pas. Une demande de virement en attente depuis notre compte d'épargne commun, déposée le matin suivant l'accident. Le motif indiqué était frais médicaux anticipés. Le montant était de 40 000 $. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Puis j'ai trouvé la deuxième chose, une demande de changement de bénéficiaire sur ma police d'assurance vie. Déposée le même après-midi que le virement. La police valait 900 000 $. J'ai posé la tablette sur la couverture et j'ai regardé le plafond. Mes côtes me faisaient mal à chaque respiration. La chaise à côté de moi était toujours vide. J'ai demandé à Elena le téléphone de l'hôpital. J'ai appelé Nolan Barrett. Il était mon avocat depuis 16 ans. Stable, prudent, le genre d'homme qui ne s'alarme pas facilement. Quand je lui ai dit ce que j'avais trouvé, il est resté silencieux un moment. Ne touchez à rien, a-t-il dit. Ne répondez à aucun message. Je serai là demain matin. J'ai raccroché et je me suis rallongé contre l'oreiller. De l'autre côté de la fenêtre, le ciel de novembre était devenu complètement noir.
5 jours passeraient avant que Lorraine ne franchisse à nouveau la porte de cet hôpital. Et quand elle l'a fait, ce n'était pas pour demander comment j'allais. Nolan Barrett est arrivé à 7h15 le lendemain matin avec un bloc-notes, un thermos de café et le genre de calme mesuré pour lequel je l'avais toujours payé. Il a tiré la chaise près du lit, a posé son thermos sur le rebord de la fenêtre et a écouté sans m'interrompre pendant que je lui expliquais tout. La pédale de frein molle, l'accident, la chaise vide, la demande de virement, le changement de bénéficiaire. Quand j'ai fini, il a regardé ses notes un instant. Puis il m'a regardé. « Qui a organisé la dernière révision de votre voiture ?» a-t-il demandé. « Lorraine, ai-je dit. Il y a environ 3 semaines. Elle a dit que notre garage habituel était débordé et elle a trouvé un endroit avec une promotion d'hiver. Avez-vous vu la facture ? Je ne l'avais pas vue. J'étais en plein audit trimestriel au travail et j'avais laissé passer ça sans y réfléchir à 2 fois. Nolan a noté quelque chose sans faire de commentaire. Je vais faire 3 choses ce matin, a-t-il dit. Geler le virement en attente, signaler la modification du bénéficiaire à l'assureur et demander le rapport officiel d'accident à la police de la route. Il a fait une pause. Avez-vous toujours le numéro de Derek Marsh ? Derek Marsh avait travaillé aux enquêtes pour la police d'État de l'Ohio pendant 18 ans avant qu'une blessure au genou ne le pousse vers le secteur privé. Lui et moi nous connaissions depuis que nos enfants jouaient dans la même équipe de baseball. Je lui faisais confiance comme on fait confiance à quelqu'un qui ne vous a jamais donné de raison de douter. Je vais l'appeler, ai-je dit. Nolan a hoché la tête. Bien. Ne contactez pas Lorraine directement. Ne répondez à aucun de ses messages. Laissez-moi être l'intermédiaire. Il est parti vers 9h. À midi, Derek avait déjà fait le trajet depuis Columbus. Il s'est assis sur la même chaise que Nolan avait utilisée, a bu le mauvais café de l'hôpital sans se plaindre et a sorti le résumé du rapport d'accident sur son téléphone. Pas de verglas signalé sur ce tronçon, a-t-il dit. Le temps était froid, mais les conditions routières étaient classées comme claires. Les notes de la patrouille indiquent une anomalie du système de freinage comme cause préliminaire. Anomalie, ai-je répété. C'est leur mot. Cela signifie qu'ils ne savent pas encore s'il s'agit d'usure ou d'autre chose. Derek a posé le téléphone face contre terre sur son genou. Ta voiture est allée dans une fourrière privée, pas au parc de l'assurance. J'ai déjà appelé. Ils l'ont toujours. Je vais envoyer quelqu'un là-bas aujourd'hui avant que quoi que ce soit ne soit traité ou nettoyé. Je l'ai interrogé sur le garage que Lorraine avait utilisé pour l'entretien. Il a noté le nom quand je le lui ai donné. Holt Auto & Tire sur Glenwood Avenue. Je n'en avais jamais entendu parler avant qu'elle ne le mentionne. Derek a hoché la tête lentement quand j'ai prononcé le nom. Je vais me renseigner. Ce soir-là, après le départ de Derek, l'étage était devenu calme. Mon téléphone, récupéré dans ma veste par une infirmière qui l'avait trouvé coincé sous le siège dans les papiers de la fourrière, s'est allumé avec un message de Lorraine, les gens commencent à poser des questions. Nous devrions parler avant que cela ne devienne incontrôlable. Je l'ai lu 2 fois. Pas de « Comment vas-tu » ? Pas de « Je suis désolé de ne pas avoir été là ». Juste une tentative de limiter les dégâts habillés en nous. J'ai répondu lentement, « Pourquoi as-tu changé le bénéficiaire sur ma police ?» L'indicateur de frappe est apparu, s'est arrêté, a recommencé. Je pensais à l'avenir. Les factures médicales peuvent grimper. Je protégeais nos finances. Protéger nos finances. La même phrase qu'elle utilisait quand elle déplaçait de l'argent entre les comptes sans me le dire. La même phrase qu'elle utilisait pour expliquer des achats dont je n'avais pas connaissance jusqu'à l'arrivée du relevé. J'ai posé le téléphone et j'ai fixé la tache d'humidité sur la dalle du plafond au-dessus de mon lit. Le 5e jour, Elena m'a arrêté dans le couloir juste avant mon contrôle de l'après-midi. Elle a dit qu'une femme était venue au poste des infirmières quelques minutes plus tôt, manteau soigné, coiffure impeccable, et avait posé une seule question avant de se diriger vers le couloir. Est-il toujours ici ? Pas comment va-t-il ? Pas puis-je le voir ? Juste est-il toujours ici ? Elena a dit qu'elle lui avait répondu oui, que j'étais stable et que je demandais de ses nouvelles tous les jours depuis mon arrivée. La femme est restée silencieuse un moment. Puis elle a marché vers ma chambre. Quand Lorraine est apparue dans l'encadrement de la porte, son sang-froid était intact, mais quelque chose en dessous ne l'était pas. Elle ne s'est pas approchée du lit.
Elle s'est arrêtée au seuil et a scanné la pièce comme le fait quelqu'un qui vérifie si la situation a changé à son insu. Je ne savais pas que c'était aussi grave, a-t-elle dit. Tu n'as pas appelé pour savoir, ai-je répondu. Elle a ouvert la bouche et l'a refermée. Puis, très doucement, presque comme si elle se posait la question à elle-même plutôt qu'à moi, elle a dit. Depuis combien de temps te garde-t-il? Je l'ai regardé pendant un long moment. J'ai pensé à Elena me disant, pas de visiteurs, pas d'appel. J'ai pensé au changement de bénéficiaire déposé pendant que j'étais inconscient. J'ai pensé à la demande de virement. Asseois-toi, Lorraine. Il faut qu'on parle. Elle est restée dans l'encadrement de la porte. Lorraine ne s'est jamais assise. Elle est restée là environ 2 minutes, n'a répondu directement à rien, et est partie quand je lui ai dit que j'avais déjà parlé à mon avocat. Pas de dispute, pas de larmes, juste un recalibrage silencieux dans son regard, et puis elle était partie. Cela m'en disait plus que n'importe quelle conversation. Nolan est arrivé le lendemain matin avec Derek et un dossier qui était déjà plus épais que je ne le pensais. Le rapport d'accident est revenu, a dit Nolan en s'installant dans la chaise. La patrouille routière n'a trouvé aucun défaut mécanique compatible avec une usure normale. Le réservoir de liquide de frein montrait des signes de contamination. Une substance introduite dans la conduite qui dégraderait la pression hydraulique progressivement lors d'une utilisation soutenue. J'ai laissé l'information se poser un moment. Progressivement, ai-je dit. Assez pour sembler juste un peu bizarre sur des routes plates, a ajouté Derek. Assez pour lâcher dans une descente en courbe à grande vitesse. Celui qui a fait ça savait ce qu'il faisait, ou a reçu des conseils de quelqu'un qui savait. Holt Auto & Tire, ai-je dit. Derek a hoché la tête. Liam Holt, 52 ans, propriétaire du garage. A déposé le bilan personnel il y a 14 mois. Dette de jeu principalement. Il fait des dépôts en espèces inhabituellement importants depuis. 6 au cours des 4 derniers mois seulement, allant de 4 000 à 12 000 $ chacun. J'ai pensé à Lorraine s'occupant du rendez-vous d'entretien. Au fait qu'elle n'avait pas mentionné le nom du garage avant que ce ne soit fait. À la facture que je n'avais jamais vue. Y a-t-il un lien entre Holt et Lorraine? Ai-je demandé. On est encore en train de creuser, a dit Derek, mais le garage de Holt est à 20 km de notre quartier. Il n'y a aucune raison logique pour qu'elle passe devant 4 options plus proches pour aller là-bas. Nolan a placé un document sur ma couverture. J'ai aussi signalé une ligne de crédit secondaire ouverte au nom de Lorraine il y a 8 mois. Elle n'était liée à aucun compte joint. Elle l'a ouverte indépendamment. 43 000 $ retirés sur 7 mois. Les paiements sont allés à une société écran enregistrée dans l'Indiana. J'ai fixé le papier. Elle m'a dit que l'abonnement au spa avait augmenté. L'abonnement au spa est de 40 $ par mois, a dit Nolan d'un ton égal. Je lui faisais confiance pour tout. Les comptes, l'assurance, l'entretien courant de ma voiture. Pas parce que j'étais négligent, mais parce que 26 ans avaient construit une sorte de gravité entre nous qui rendait la suspicion déloyale. Je commençais à comprendre combien cette gravité m'avait coûté. Cet après-midi-là, Derek a appelé avec du nouveau. Liam Holt a un casier. Il a dit, rien de violent. Fraude financière il y a 10 ans, arnaque à l'assurance impliquant un incendie de véhicule mis en scène. Les charges ont été réduites. Il a payé des dédommagements. Il est passé à autre chose. Mais voilà le truc, Curtis. Il n'a pas toujours vécu à Dayton. Il a vécu à Cincinnati pendant 6 ans avant ça. Le même quartier que la sœur de Lorraine. Ce qui signifie que lui et Lorraine auraient pu se croiser il y a des années, ai-je dit. Ce qui signifie qu'il est possible que ce ne soit pas un garage au hasard qu'elle a trouvé en ligne, a répondu Derek. J'ai raccroché et je me suis rallongé contre l'oreiller. Mes côtes étaient encore bandées. Les points de suture le long de ma tempe tiraient quand je bougeais trop vite, mais ma pensée était claire. Plus claire, en fait, qu'elle ne l'avait été depuis des années. Parce que le brouillard qui vient avec le fait de faire confiance à quelqu'un complètement s'était enfin levé. Emma a appelé ce soir-là. Elle avait conduit depuis Columbus sans me dire qu'elle venait, et sa voix m'est parvenue du couloir avant qu'elle n'apparaisse dans l'encadrement de la porte. Vive, tendue, avec une inquiétude maîtrisée. « Papa » a-t-elle dit en traversant la pièce et en serrant ma main avant même d'avoir enlevé son manteau. « Pourquoi tu ne m'as pas appelé à la seconde où tu t'es réveillé ? Je ne voulais pas te faire sortir de ton programme, ai-je dit.
Elle m'a lancé le regard qu'elle me donnait depuis ses 16 ans. Celui qui disait qu'elle trouvait mon raisonnement peu convaincant. Elle s'est assise sur le bord du lit et a gardé ma main. « Où est maman » a-t-elle demandé. « Elle est passée une fois » ai-je dit. Elle n'est pas restée longtemps. Emma est restée silencieuse un moment. Elle m'a appelé 2 jours après l'accident, a-t-elle dit prudemment. Pas pour me dire que tu étais blessé. Pour me demander si je savais si tu avais mis à jour ton testament récemment. La pièce s'est figée. Elle t'a demandé ça, ai-je dit. Je pensais que c'était une façon étrange de gérer le stress, a dit Emma. Maintenant, je pense que ce n'était pas du tout du stress. J'ai regardé ma fille, 23 ans, stable et vive, et j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Elle avait conduit 3 heures un soir de semaine parce qu'elle savait que quelque chose n'allait pas avant même que je ne lui dise quoi que ce soit. C'était Emma. Elle avait toujours été comme ça. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, ai-je dit. Ne dis pas encore à ton frère ce qui se passe. Elle a froncé légèrement les sourcils. Kyle ? Pourquoi ? Attends juste. J'expliquerai quand le moment sera venu. Elle m'a étudié pendant un long moment, puis a hoché la tête une fois. Elle n'a pas insisté. C'était ça le truc avec Emma. Elle savait quand me faire confiance sur le fait que j'avais une raison. J'ai reçu mon bon de sortie un jeudi matin. Nolan avait organisé mon séjour dans sa maison d'amis dans l'est de Dayton plutôt que mon retour à la maison. Son raisonnement était pratique, si Lorraine préparait une quelconque manœuvre juridique concernant mon état mental ou ma capacité, être à l'intérieur de notre propriété commune créait des complications dont je n'avais pas besoin. J'ai emballé ce que l'hôpital avait et je suis parti sans l'appeler. Derek est venu me chercher. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant le trajet. Il avait ce genre de silence qui signifiait qu'il travaillait sur quelque chose, et je le connaissais depuis assez longtemps pour ne pas l'interrompre. Nous étions à 15 minutes de chez Nolan quand il a parlé. Liam Holt et Lorraine ont un passé. Il a dit, j'ai eu confirmation ce matin. Ils étaient en couple pendant environ 8 mois il y a 30 ans, quand Lorraine vivait à Cincinnati avant de déménager à Dayton. Ils ont rompu quand elle est partie. J'ai regardé passer le terre-plein de l'autoroute. Et Kyle a 29 ans, ai-je dit. Oui, a dit Derek. Aucun de nous n'a rien dit d'autre pendant un moment. Nolan avait les papiers prêts à notre arrivée, une demande de test ADN déjà organisée via un laboratoire privé, discret, légalement admissible, résultat sous 5 jours ouvrables. Il l'a expliqué sans prendre de gants. Si Kyle n'est pas biologiquement le vôtre, a-t-il dit, cela affecte considérablement la succession. La tentative de Lorraine de déplacer des actifs et de modifier les désignations d'assurance prend un caractère différent. S'il y a un motif financier préexistant lié à la paternité. Elle l'aurait su, ai-je dit. Lorraine l'aurait su depuis le début. Presque certainement, a convenu Nolan. J'ai pensé à Kyle, 29 ans, travaillant dans l'immobilier commercial à Columbus, toujours plus proche de Lorraine que de moi. Pas de façon dramatique, juste assez pour que je le remarque et me dise que c'était une question de personnalité. Certains enfants tiennent de leur mère. Je n'avais pas cherché plus loin que ça. Ce que je ne m'étais pas autorisé à examiner jusqu'à maintenant, c'était le schéma des 3 dernières semaines. Kyle m'avait envoyé un texto le matin de mon voyage à Cincinnati pour me demander mon itinéraire, si je conduisais ou si je prenais l'avion, à quelle heure je comptais rentrer. Je n'y avais pas prêté attention. Je ne prêtais pas attention à la plupart des choses que Kyle demandait parce que je n'avais aucune raison de le faire. Je l'ai appelé ce soir-là depuis la ligne fixe de Nolan. Il a décroché à la 2e sonnerie. Papa. Sa voix était prudente. Pas chaleureuse, pas froide, prudente. J'ai entendu dire que tu étais sorti. Les nouvelles vont vite, ai-je dit. J'ai besoin de te voir, Kyle, cette semaine. Un silence. J'ai une clôture de dossier vendredi. Avant vendredi, ai-je dit. Mon ton ne laissait aucune place à la discussion et il l'a entendu. Il s'est présenté l'après-midi suivant. Il s'est assis en face de moi dans la cuisine de Nolan, veste toujours sur le dos, main jointe sur la table. Le langage corporel de quelqu'un qui avait répété cela et espérait ne pas avoir besoin d'utiliser sa répétition. Je n'y suis pas allé par 4 chemins. J'avais passé 29 ans à prendre des gants avec Kyle. As-tu parlé à ta mère de mon itinéraire le soir de l'accident ? Ai-je demandé. Sa mâchoire s'est crispée.
Elle a demandé. Elle s'inquiète quand tu conduis tard. Elle a demandé spécifiquement l'itinéraire, ai-je dit. Pas si je conduisais l'itinéraire. Il a regardé la table. Kyle. J'ai attendu qu'il lève les yeux. Je ne vais pas faire semblant de ne pas savoir ce qui se passe. Ce que je veux savoir, c'est ce que tu en as compris. Il est resté silencieux un long moment. Quand il a finalement parlé, sa voix était tombée dans un registre que je n'avais jamais tout à fait entendu de lui auparavant. Quelque chose qui ressemblait pour la première fois à de l'honnêteté dépouillée de toute performance. Je ne savais pas pour la voiture, a-t-il dit. Je te le jure, je ne savais pas pour ça. Mais tu savais d'autres choses, ai-je dit. Il n'a pas nié. Il m'a regardé avec quelque chose de compliqué qui bougeait derrière ses yeux. Culpabilité et calcul. Et sous ces deux choses, quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement de ne plus avoir à le porter. Il y a autre chose que tu dois savoir, a-t-il dit doucement. À propos de moi, à propos de qui je suis. Il a fait une pause. Je le sais depuis 12 ans. Maman me l'a dit quand j'avais 17 ans. Elle m'a fait promettre de ne rien dire. J'ai soutenu son regard et gardé ma voix égale. Dis-le, Kyle. Il l'a fait. Les résultats ADN sont revenus un mercredi. Nolan m'a appelé à 7 heures du matin, et la façon dont il a prononcé mon nom avant toute autre chose m'a dit quelle allait être la réponse. Ça ne correspond pas, a-t-il dit. Le labo a fait le test 2 fois pour confirmer. Kyle n'est pas votre fils biologique. J'étais assis à la table de la cuisine dans la maison d'amis de Nolan avec une tasse de café qui avait refroidi. Dehors, le ciel de novembre avait la couleur du vieux béton. Je n'ai rien dit pendant un moment, pas parce que j'étais surpris, je vivais avec cette probabilité depuis 4 jours, mais parce que savoir quelque chose dans ses tripes et avoir un laboratoire qui le confirme par écrit sont deux expériences entièrement différentes. L'une, on peut encore la contester à 3 heures du matin. L'autre, non. Très bien, ai-je dit finalement. Qu'est-ce que cela change légalement? Potentiellement beaucoup, a dit Nolan. Lauren a ouvert cette ligne de crédit secondaire et a commencé à déplacer de l'argent il y a 8 mois. La modification de l'assurance est intervenue 3 jours après votre accident. Si nous pouvons établir qu'elle avait un motif financier antérieur à l'accident, spécifiquement un motif lié à la dissimulation de la paternité de Kyle et à la protection des actifs qu'elle détournait. Le tableau passe de l'opportunisme à la préméditation. Elle a planifié cela, ai-je dit. Les preuves suggèrent qu'elle se positionnait depuis un certain temps. Planifier est un mot pour le tribunal, a dit Nolan prudemment. Pour l'instant, nous rassemblons des faits. Derek est arrivé à midi avec 2 choses. Un café qui était réellement chaud et un nom. Raymond Forsyth, 55 ans, directeur régional des ventes pour une entreprise de dispositifs médicaux basée à Indianapolis. Marié à Nadine Forsyth depuis 19 ans. 3 enfants, tous avec Nadine. Vivant actuellement dans une banlieue d'Indianapolis appelée Carmel, où les maisons étaient grandes et les pelouses entretenues, et rien dans sa vie de l'extérieur ne suggérait qu'une confirmation de paternité dans un tribunal de l'Ohio était sur le point de la bouleverser complètement. Lui et Lauren sont sortis ensemble pendant environ 10 mois quand ils vivaient tous les deux à Cincinnati, a dit Derek. Il a été muté à Indianapolis pour le travail. Elle est restée. Ils ont perdu contact. Il a rencontré Nadine environ 1 an plus tard. Derek a posé son café. Il n'en a aucune idée. Il va la prendre, ai-je dit. Oui, a dit Derek. La question est comment. Nous avons convenu que Nolan s'occuperait de la notification légale, une lettre formelle, factuelle et sans accusation. Raymond Forsyth recevrait la confirmation qu'il était le père biologique d'un homme de 29 ans nommé Kyle Davenport, et que ce fait lui avait été caché depuis la naissance de l'enfant par la mère de celui-ci. Nolan l'a rédigé cet après-midi-là avec la précision d'un homme qui avait déjà annoncé des nouvelles difficiles et comprenait que la clarté était plus bienveillante que l'adoucissement. La réponse est venue plus vite que je ne l'espérais. Raymond Forsyth a appelé le bureau de Nolan le lendemain matin. Nolan m'a décrit la conversation par la suite comme contrôlée, un homme travaillant très dur pour rester calme alors que le sol se dérobait sous ses pieds. Il a posé 3 questions. Le résultat du laboratoire était-il admissible? Le jeune homme le savait-il? Et sa femme le savait-elle déjà? La réponse aux 3 était oui, non, et non. Nadine Forsyth l'a appris le même après-midi.
Nolan m'a dit plus tard que Raymond avait rappelé une deuxième fois ce soir-là, plus silencieux, le calme plus difficile à maintenir, pour dire que Nadine était dévastée et que leurs deux plus jeunes avaient entendu une partie de la conversation. Une famille entière à Indianapolis vivait maintenant avec une vérité qui leur avait été cachée pendant 29 ans. Je n'en tirais aucune satisfaction. Je ressentais le poids de cela, les dommages collatéraux des choix de Lorraine rayonnant vers des gens qui n'avaient rien à voir avec tout ça. Pendant ce temps, Lorraine n'était pas restée inactive. Emma m'a appelé ce soir-là avec une pointe d'agacement dans la voix. J'ai reconnu celle qu'elle utilisait quand elle était en colère mais qu'elle gérait cela prudemment. Maman a contacté 3 de tes collègues aujourd'hui, a dit Emma. Harold Bennett et 2 autres du conseil de distribution. Elle leur a dit que tu luttais émotionnellement depuis l'accident et qu'elle s'inquiète de tes prises de décision. Elle construit un récit, ai-je dit. Elle le fait vite, a dit Emma. J'ai appelé Nolan immédiatement. Il n'était pas surpris. Elle a vu le gel des comptes et le signalement de l'assurance, a-t-il dit. Elle sait que le terrain bouge. C'est la contre-attaque. Établir votre instabilité avant que vous ne puissiez établir sa conduite. Quelle est notre contre-attaque? Ai-je demandé. Le gala, a dit Nolan. Le Forum des affaires et de l'industrie de Dayton tenait son dîner annuel le vendredi suivant. J'y avais assisté chaque année depuis 11 ans. Lorraine savait que j'avais été invité. Elle avait supposé, apparemment, qu'un homme avec des côtes fracturées et des points de suture récents ne se présenterait pas. Elle avait tort. J'ai appelé Judith Harrington ce soir-là, 64 ans, présidente du comité directeur du forum, une femme qui me connaissait depuis 15 ans et qui ne m'avait jamais semblé être quelqu'un qui portait des jugements avant d'avoir toutes les informations. Je serai là vendredi, lui ai-je dit. Il y a certaines choses que j'aimerais que vous entendiez directement de moi. Je prendrai le temps, a dit Judith sans hésitation. J'ai raccroché et j'ai regardé la cour froide de novembre par la fenêtre de Nolan. Lorraine avait passé 5 jours à dire aux gens que je n'étais pas stable. Vendredi, j'allais entrer dans une salle remplie de ces gens, me tenir droit malgré les côtes bandées, et les laisser voir exactement qui tenait le coup et qui ne le tenait pas. Le forum se tenait au centre de convention de Dayton, une salle de 300 places qui fonctionnait aux poignées de main et aux cartes de visite, et opérait sur le principe tacite que la réputation était une monnaie. J'avais construit la mienne là-bas sur plus d'une décennie. Lorraine avait passé la semaine dernière à essayer de la dévaluer. Nolan conduisait. Derek est venu dans sa propre voiture et s'est positionné près de l'entrée, assez près pour surveiller, assez loin pour éviter de ressembler à un garde du corps. Je portais un costume sombre et je bougeais prudemment pour protéger mes côtes, mais je bougeais. Pas de canne, pas d'hésitation visible. Les points de suture près de ma tempe avaient été retirés 2 jours plus tôt, laissant une fine cicatrice que je n'essayais pas de cacher. Nous sommes arrivés 20 minutes avant la réception principale. Judith Harrington nous a accueillis à la porte. Elle avait réservé ce temps délibérément, je pouvais le voir, ce qui signifiait qu'elle réfléchissait à cela depuis mon appel. Curtis, a-t-elle dit en me serrant la main avec ses 2 mains. Je suis contente que vous soyez venu. Il le fallait, ai-je dit. Nous sommes entrés dans une petite salle à côté du hall principal. Nolan a posé les documents sur la table dans l'ordre que nous avions convenu, certificat médical d'abord, puis l'amendement d'assurance signalé, puis le rapport préliminaire médico-légal de l'analyse du liquide de frein. Pas d'accusation imprimée, juste des constatations, des dates et des séquences qui racontaient leur propre histoire à quiconque prêtait attention. Judith a lu attentivement. Elle ne s'est pas précipitée, ce que j'ai respecté. Le changement de bénéficiaire a été déposé pendant que vous étiez inconscient, a-t-elle dit. 3 jours après l'accident, ai-je confirmé. Pas le premier jour, le 3e. Comme si quelqu'un avait eu besoin de temps pour évaluer si un changement était encore nécessaire. Judith a regardé la note médico-légale et l'analyse préliminaire du fluide. Seulement préliminaire, a dit Nolan. L'enquête est en cours. Nous ne portons pas d'accusation ce soir. Nous établissons des faits. Judith a posé les papiers et m'a regardé fixement. Harold Bennett m'a dit que Lorraine l'avait contacté cette semaine, a-t-elle dit. Elle a dit que vous étiez désorienté depuis l'accident et qu'elle explorait des options pour s'assurer que vos affaires soient gérées correctement. Je suis au courant, ai-je dit. J'ai dit à Harold que je réserverais mon jugement jusqu'à ce que j'ai de vos nouvelles directement, a dit Judith. Je suis contente de l'avoir fait. Nous sommes allés dans le hall principal.
J'ai fait le tour de la salle comme je l'avais toujours fait, méthodiquement, sans me presser, serrant des mains, posant des questions, écoutant. Plusieurs personnes ont regardé la cicatrice et n'ont rien dit à ce sujet, ce qui était une forme de courtoisie en soi. Harold Bennett m'a trouvé près du bar et m'a serré la main avec quelque chose qui ressemblait à du soulagement. L'expression d'un homme à qui on avait raconté une histoire et qui était maintenant en train de réévaluer la situation. « Tu as l'air en forme, Curtis », a-t-il dit. « Je me sens en forme », ai-je dit. C'est toujours le cas quand les faits sont de mon côté. Lorraine est arrivée 40 minutes après le début de la réception. Elle portait une robe vert foncé et est entrée avec l'assurance de quelqu'un qui s'était préparé pour une salle qui ne m'incluait pas. Elle m'a vu de l'autre côté du hall et son assurance a tenu, à peine, pendant environ 3 secondes, puis elle s'est ajustée en quelque chose de plus prudent. Elle s'est dirigée vers moi. Je n'ai pas bougé pour aller à sa rencontre. « Tu ne devrais pas être ici », a-t-elle dit doucement. Assez près pour que je sois le seul à l'entendre. « Tu es encore en convalescence. » Médicalement apte, ai-je dit. « Tu le saurais si tu avais appelé l'hôpital. » Sa mâchoire s'est crispée. « Ce n'est pas l'endroit pour ce que tu prépares. » Je ne prépare rien, Lorraine. J'assiste à un dîner auquel je viens depuis 11 ans. J'ai gardé ma voix égale et mon expression neutre. La planification, c'était le département de quelqu'un d'autre ces derniers temps. Elle a regardé Nolan qui se tenait à 2 pas, faisant la conversation poliment avec une femme de la chambre régionale. Puis elle m'a regardé à nouveau. « Tu fais une erreur. » Elle a dit, « Tu laisses des gens qui ne connaissent pas notre mariage te pousser vers quelque chose que tu regretteras. » Notre mariage, ai-je dit, incluait une police d'assurance vie à mon nom et un changement de bénéficiaire déposé pendant que j'étais inconscient. S'il y a une erreur commise, je ne pense pas que ce soit moi qui la commette. Quelque chose a changé sur son visage. Pas de la culpabilité. Lorraine était trop contrôlée pour que la culpabilité apparaisse clairement, mais un recalcul. Elle a tendu le bras derrière moi pour prendre un verre au bar, s'achetant 2 secondes. « Nous pouvons résoudre cela calmement », a-t-elle dit. Nous aurions pu, ai-je dit. Cette fenêtre est fermée. Judith s'est matérialisée à côté de nous avec le timing de quelqu'un qui observait de loin. Lorraine, a-t-elle dit plaisamment. J'ai eu l'occasion d'examiner de la documentation ce soir. Si vous souhaitez que nous nous asseyions ensemble. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, a dit Lorraine. Je pense que ça pourrait l'être, a répondu Judith, et la chaleur dans sa voix avait un côté très ferme en dessous. Lorraine a posé son verre. Elle a redressé ses épaules, a scanné la salle une fois, mesurant ce qu'elle avait perdu au cours des 40 dernières minutes, et a marché vers la sortie sans un autre mot. Derek est apparu à mon coude alors qu'elle poussait la porte. Son téléphone vient de se connecter au Wi-Fi invité de la salle, a-t-il dit doucement. Elle accède à quelque chose à distance. Laisse-la faire, ai-je dit. Nolan a déjà changé tous les mots de passe qu'elle connaissait. Derek s'est permis un petit hochement de tête. Malin. Je me suis retourné vers la salle. 300 personnes. Le bourdonnement des conversations, l'énergie particulière d'une communauté professionnelle qui était encore, pour le moment, intacte. Mes côtes me faisaient mal. La cicatrice tirait légèrement quand je souriais. J'ai souri quand même. Lorraine n'a pas repris contact après le gala. Pas directement. Au lieu de cela, elle est devenue silencieuse de la manière particulière de quelqu'un qui recalcule plutôt que de battre en retraite. Pas de texto, pas d'appel, plus de tentatives auprès de mes collègues. Nolan a dit que ce genre de silence était généralement plus inquiétant que le bruit, et il avait raison. 4 jours après le gala, elle a déposé une demande formelle via son avocat pour accéder à notre coffre-fort commun à la First Federal sur Wilmington Pike. Le motif indiqué était la récupération de documents personnels. Nolan l'a intercepté dans l'heure. Elle cherche les documents originaux de la police d'assurance, a-t-il dit, et peut-être l'acte de propriété. Elle construit un dossier parallèle. Si elle peut obtenir des copies physiques des originaux avant que les dossiers numériques ne soient complètement verrouillés, elle a plus de matière pour travailler. Peut-elle accéder au coffre? Ai-je demandé. Elle est co-titulaire, a dit Nolan. Légalement, oui, à moins que nous ne bougions en premier. Il avait déjà lancé la procédure pour reclasser le contenu du coffre comme actif contesté dans le cadre des procédures judiciaires en cours. La banque a bloqué l'accès aux 2 parties dans les 2 heures.
L'avocat de Lorraine a déposé une plainte concernant le blocage. Le lendemain matin, Nolan a répondu avec un document de 12 pages qui exposait les conclusions médico-légales, les transactions financières non autorisées et la chronologie de la modification du bénéficiaire. La plainte a été retirée dans l'après-midi. Ce soir-là, Derek a appelé. Elle était à ton immeuble de bureau aujourd'hui, a-t-il dit. Pas à l'intérieur. Elle n'a plus de badge actif. Les RH ont confirmé qu'ils ont désactivé son accès conjoint la semaine dernière quand Nolan l'a demandé. Mais elle était sur le parking pendant environ 40 minutes. Assise dans sa voiture à regarder, ai-je dit. Et à passer des appels, a dit Derek. J'ai récupéré les données des tours cellulaires via mon contact chez l'opérateur. Elle a passé 4 appels pendant cette fenêtre, 3 à son avocat, un à un numéro enregistré au nom de Liam Holt. Celui-là a résonné différemment. Elle est toujours en contact avec lui, ai-je dit. Contact actif, a confirmé Derek. Ce qui compte parce que le garage de Holt est actuellement sous examen médico-légal et il le sait. S'ils coordonnent leur histoire, nous avons besoin que ce soit enregistré. Nolan a fait remonter l'information au détective Alvarez de la police de Dayton le lendemain matin. Alvarez était méthodique et impossible à impressionner, comme ont tendance à l'être les bons détectives. Il ne réagissait pas aux nouvelles informations avec urgence. Il les absorbait et les ajoutait à une structure qu'il construisait à son propre rythme. Il a dit à Nolan que le contact téléphonique entre Lorraine et Holt était notable et qu'il allait élargir la portée de son examen. 2 jours plus tard, Lorraine a joué sa dernière carte. Elle s'est présentée à mon immeuble de bureau à 17h40, juste après le départ de la plupart du personnel administratif, juste avant l'arrivée de l'équipe de nettoyage. Elle avait obtenu un pass visiteur sous prétexte de récupérer des effets personnels qu'elle prétendait avoir laissés dans mon bureau lors d'une visite l'année précédente. La réception a appelé à l'étage. J'étais chez Nolan, pas dans l'immeuble, mais nous avions mis en place le système d'alerte 3 jours plus tôt précisément pour cette situation. Les caméras améliorées du bâtiment et Derek avait organisé la mise à niveau discrètement la semaine précédente ont tout capturé. Lorraine s'est déplacée dans le couloir avec détermination, sans hâte. Elle s'est assise à mon bureau, a ouvert l'ordinateur portable et a tenté une réinitialisation de mots de passe via un compte email lié qu'elle connaissait depuis des années. La tentative a déclenché une notification silencieuse chez Nolan, qui a appelé Alvarez immédiatement. Alvarez et 2 officiers sont arrivés par l'entrée de service 11 minutes plus tard. J'ai regardé les images ce soir-là sur l'ordinateur portable de Derek. Lorraine était calme jusqu'au moment où les lumières du bureau se sont intensifiées et qu'elle a entendu des pas dans le couloir. Elle a levé les yeux, évalué la situation, et fait une dernière tentative de contrôle, redressant sa posture, croisant les mains, préparant l'explication. Cela n'a pas fonctionné cette fois. Alvarez l'a inculpé pour tentative d'accès non autorisé à des systèmes financiers protégés et obstruction à une enquête médico-légale en cours. Son avocat est arrivé dans l'heure et elle a été libérée en attente d'une audience, mais les charges étaient enregistrées et la coordination avec Holt faisait maintenant partie du dossier officiel. Emma m'a appelé cette nuit-là. Elle avait entendu par un ami commun que Lorraine avait été au bureau. Est-elle en état d'arrestation ? A demandé Emma. Inculpée, ai-je dit. Libérée pour l'instant, mais c'est formel. Emma est restée silencieuse un moment. Comment vas-tu avec tout ça ? C'était la question que j'évitais depuis 3 semaines. De la part de Derek, de Nolan, de collègues bien intentionnés qui me serraient la main, regardaient la cicatrice et attendaient de voir si je tenais le coup. J'avais donné à tout le monde la même réponse, bien, je gère, j'avance. Emma n'acceptait pas cette réponse. Elle ne l'avait jamais fait. Je suis fatigué, ai-je dit. Mais je suis lucide. C'est ce qui compte pour le moment. C'est suffisant, a-t-elle dit. Pour l'instant, c'est suffisant. J'ai raccroché et je suis resté assis longtemps dans le calme de la maison d'amis de Nolan. 26 ans, 2 enfants, un à moi, un autre non, une révision de voiture dans le mauvais garage par le mauvais arrangement, et une femme en qui j'avais eu une confiance totale qui menait une vie parallèle à l'intérieur de la nôtre depuis plus longtemps que je ne voulais le calculer. La fatigue était réelle. La lucidité aussi. Les charges formelles contre Lorraine ont été déposées un lundi. Le mercredi, l'avocat de Liam Holt avait contacté le bureau du procureur. Je veux parler. Il avait tenu bon pendant 3 semaines,
misant sur le fait que l'analyse médico-légale serait trop préliminaire pour agir et que la piste financière serait trop fragmentée pour être suivie clairement. Ces deux hypothèses s'étaient avérées fausses, et maintenant il était assis face à une accusation de fraude et une accusation potentielle de complicité liée à l'accident, et son avocat avait fait le calcul. Nolan m'a expliqué ce qui était ressorti de la déclaration de Holt cet après-midi-là, assis en face de moi à sa table de cuisine avec le résumé devant lui. Lauren avait approché Holt il y a 8 mois. Ils avaient repris contact via une connaissance commune des années Cincinnati, pas un ami proche, quelqu'un qui évoluait dans des cercles qui se chevauchaient et avait mentionné son nom. Elle l'avait contacté sous prétexte d'obtenir un devis pour l'entretien des freins de sa propre voiture. La vraie conversation a eu lieu lors de la deuxième rencontre. Elle ne lui avait pas demandé de causer un accident. Holt a été prudent à ce sujet dans sa déclaration, conseillé par son avocat et précis. Ce qu'elle lui avait demandé de faire, c'était de réviser ma voiture et de s'assurer que le système de freinage serait, selon ses mots, peu fiable, lors d'une utilisation prolongée. Elle lui a dit que je conduisais régulièrement sur de longues distances pour le travail. Elle lui a dit que je conduisais souvent tard le soir sur des itinéraires inconnus. Elle ne lui avait pas dit de provoquer un crash. Elle avait simplement créé les conditions et laissé le résultat aux probabilités. Cette distinction importait légalement. Elle m'importait moins personnellement. L'argent était passé par la LLC, 4 paiements sur 3 mois acheminés soigneusement pour un total de $38,000. Holt avait remboursé la plupart de ses dettes de jeu avec et déposé le reste sur un compte personnel qu'il supposait intraçable. Derek l'avait tracé en 11 jours. Holt a accepté une coopération totale en échange d'une réduction de peine, fraude financière sans circonstances aggravantes de complicité, à condition que son témoignage soit complet et cohérent. L'avocat de Lauren a reçu la notification le même après-midi. On m'a dit qu'elle est restée très immobile quand elle a entendu la nouvelle. Derek m'a apporté une dernière information ce soir-là, quelque chose que Holt avait ajouté à la fin de sa déclaration, apparemment sans incitation de son avocat. Lauren avait mentionné lors d'une de leurs conversations de planification que la police d'assurance vie était substantielle et que mes fréquents voyages créaient des opportunités naturelles. Elle avait décrit la situation, a dit Holt, comme se dirigeant déjà vers une fin. J'aimerais juste avoir mon mot à dire sur le timing. J'ai lu cette ligne 2 fois. Se dirigeant déjà vers une fin. Elle avait regardé 26 ans de vie commune et vu une chronologie qu'elle gérait plutôt qu'un mariage dans lequel elle était. J'ai pensé à toutes les soirées où je rentrais de Cincinnati, Columbus ou Cleveland, fatigué par la route et affamé, et où je m'asseyais pour dîner en face d'une femme qui effectuait un calcul complètement différent depuis avant même que je ne franchisse la porte. Je n'ai rien dit à Derek pendant un long moment. Elle a choisi le mauvais homme à sous-estimer, a finalement dit Derek. Je l'ai regardé. Elle a aussi choisi le mauvais mécanicien. Derek s'est permis un petit sourire sec. Ça aussi. Kyle est venu me voir le soir suivant. À l'improviste, ce qui était nouveau. Il appelait toujours à l'avance. Contrôlait toujours les termes de nos interactions. Cette fois, il a juste frappé à la porte de Nolan à 19h et s'est tenu sur le porche, les mains dans les poches de sa veste, avec l'expression particulière de quelqu'un qui a enfin arrêté de répéter son texte. Je l'ai laissé entrer. Nous nous sommes assis dans la cuisine. Il n'a pas demandé de café. Il a regardé la table un long moment, puis m'a regardé. Holt a fait une déclaration, a dit Kyle. Je sais ce qu'il y a dedans. Alors tu sais ce qu'elle planifiait? Ai-je dit. Oui. Il a fait une pause. Je ne savais pas pour le sabotage des freins. Je veux que tu crois que tu as dit ça. Je travaille encore là-dessus, ai-je dit. Il a hoché la tête. Il n'a pas insisté pour plus que ça, ce qui était la chose la plus honnête qu'il ait faite depuis que nous avions commencé à parler. Raymond Forsyth m'a appelé, a dit Kyle doucement. Le résultat ADN. Ça lui est parvenu. Je sais, ai-je dit. Mon avocat a envoyé la notification. Kyle a regardé la table à nouveau. Il veut qu'on se rencontre. Il a dit qu'il ne m'en veut pas. Que rien de tout ça n'était mon choix. J'ai regardé mon fils, l'homme que j'avais élevé, peu importe ce qu'un laboratoire disait sur la biologie partagée. Il avait 30 ans, et il était assis dans une cuisine d'emprunt à essayer de comprendre qui il était maintenant que l'histoire qu'on lui avait racontée sur lui-même avait volé en éclats. Je comprenais ce sentiment mieux qu'il ne le savait probablement. Le rencontrer est ta décision, ai-je dit.
Je ne te dirai pas quoi faire avec ça. Il a hoché la tête lentement. Je sais. Une pause. Je suis désolé, Curtis. Pour les choses que j'ai transmises. Je ne comprenais pas ce qu'elle en faisait. Je l'ai regardé longuement. Je crois que tu ne savais pas pour la voiture, ai-je dit. Le reste. On y arrivera. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. Mais c'était une porte laissée ouverte, et c'était plus que ce que j'étais certain de pouvoir lui offrir une semaine auparavant. Le procès ne s'est pas éternisé comme certaines personnes s'y attendaient. Le témoignage de Holt était clair, cohérent et corroboré par le dossier médico-légal. La documentation financière, les paiements à la LLC, la ligne de crédit secondaire, le timing de l'amendement du bénéficiaire ne laissait aucune faille fonctionnelle à exploiter pour la défense. L'avocat de Lorraine a tenté 3 angles différents sur 4 jours, et Nolan a traité chacun d'eux avec la même précision calme qu'il apportait à tout. Le 5e jour, le jury a délibéré pendant moins de 3 heures. Lorraine a été reconnue coupable de 2 chefs d'accusation de fraude financière, un chef de complot lié à l'altération des freins et un chef d'obstruction. Le juge l'a condamnée à 9 ans. Elle s'est tenue à la table de la défense dans un blazer sombre et a reçu la sentence comme elle avait tout reçu au cours des 2 derniers mois, avec un sang-froid contrôlé qui a tenu jusqu'à ce que l'huissier s'approche d'elle, puis s'est finalement brisé en quelque chose de réel. De petit et de trop tardif. Liam Holt a été condamné séparément 2 semaines plus tard. Charge réduite comme convenu, 4 ans avec possibilité de libération conditionnelle après 30 mois. Il n'a regardé personne quand la sentence a été lue. Je n'étais pas dans la salle d'audience pour son procès. Je n'en avais pas besoin. Raymond Forsyth avait assisté à une journée du procès de Lorraine. Discrètement, au dernier rang avec Nadine à ses côtés. Je lui ai fait un signe de tête une fois à travers le couloir pendant une pause. Il m'a rendu mon signe de tête. Il n'y avait rien de confortable dans cet échange, mais il y avait quelque chose d'honnête. 2 hommes à qui l'on avait servi la même tromperie sous des angles différents, se reconnaissant l'un l'autre sans faux semblant. Nadine Forsyth avait déposé une demande de séparation légale 2 semaines après la révélation de la paternité. Aux dernières nouvelles, il réglait ça en privé, ce qui semblait être le bon endroit pour le faire. Emma était avec moi le jour du verdict. Elle s'est assise à côté de moi dans la galerie du tribunal et n'a pas dit grand-chose, ce qui était ce dont j'avais besoin. Quand ce fut fini et que nous sommes sortis dans l'air de décembre, elle a passé son bras sous le mien comme elle le faisait quand elle était jeune et que nous marchions vers la voiture après ses concerts scolaires. Et maintenant ? A-t-elle dit. Maintenant, on avance, ai-je dit. Kyle n'avait pas assisté au procès. Il m'avait appelé la veille du verdict. Un appel court. Prudent. Plus aucune performance là-dedans. Je ne peux pas m'asseoir dans cette salle, a-t-il dit. J'ai besoin que tu saches que je comprends pourquoi c'est mon problème, pas le tien. C'est ton problème, ai-je convenu. Mais le comprendre est le bon point de départ. Il est resté silencieux un moment. Raymond veut qu'on se voie le mois prochain. J'ai dit que j'y penserais. Alors pense-y, ai-je dit. Prends ton temps. Nous n'avions encore rien reconstruit entre nous. C'était honnête. Ce que nous avions, c'était une ligne ouverte et une volonté de l'utiliser. Et après tout ce qui s'était effondré, cela semblait être la fondation correcte pour ce qui viendrait ensuite. J'ai vendu la maison en février. C'est allé vite. Le marché était raisonnable, et je n'ai pas attendu pour des raisons sentimentales que je n'avais plus. J'ai gardé ce qui était à moi et divisé le reste comme le tribunal l'avait indiqué, ce qui a laissé la part de Lorraine gelée dans un trust, en attente du jugement financier contre elle. Ce chiffre la suivrait longtemps. J'ai déménagé dans un endroit plus petit dans l'est de Dayton, une maison avec un jardin gérable et un porche orienté à l'est, ce qui signifiait une bonne lumière le matin. J'ai toujours été du matin. Je le suis encore. Le travail a continué. Judith Harrington avait fait tout son possible pour s'assurer que le conseil de distribution comprenne que mon dossier professionnel restait exactement ce qu'il avait toujours été. 22 ans d'audit propre et d'opération fiable. Je l'ai apprécié sans en avoir besoin. Le travail parlait de lui-même, comme il l'avait toujours fait. 4 mois après le verdict, j'ai créé un petit fonds via la Banque alimentaire régionale, une subvention d'efficacité de distribution pour les organisations à but non lucratif travaillant avec une infrastructure logistique limitée. $20 000. Pas un geste dramatique,
juste un geste pratique. Pointé dans une direction qui semblait juste. Emma a fait le trajet pour l'annonce du fonds. Nous avons dîné après dans un endroit sur Fifth Street qu'elle avait trouvé et qui s'est avéré meilleur que ce à quoi nous nous attendions tous les deux. Nous avons parlé pendant 3 heures de son travail de fin d'études, de mes projets, de la maison, et de ce que ça faisait d'en sortir pour la dernière fois. Tu as ressenti quelque chose? A-t-elle demandé. Quand tu es parti? J'y ai pensé honnêtement. Je me suis senti plus léger, ai-je dit. Ce qui m'a un peu surpris. Elle a hoché la tête. Ça n'aurait pas dû te surprendre. Elle avait raison sur ce point. 8 mois après le verdict, Kyle a appelé un dimanche soir. Il avait rencontré Raymond Forsyth le week-end précédent, un déjeuner à Indianapolis. Juste 2. Pas d'avocat. Il l'a décrit comme on décrit quelque chose qui était plus dur et plus nécessaire que prévu. C'est un homme bien, a dit Kyle. Il ne sait pas encore quoi faire de moi. Je ne sais pas quoi faire de lui. Mais nous sommes tous les deux prêts à découvrir. C'est un aussi bon point de départ que n'importe quel autre, ai-je dit. Il a fait une pause. Est-ce que toi et moi sommes un point de départ? J'ai regardé par la fenêtre orientée à l'est. La lumière du soir devenait plate comme elle le fait fin octobre. Le jardin devenait gris sur les bords. On y travaille, ai-je dit. C'est réel. Ne demande pas plus que ça pour l'instant. Je ne demande pas, a-t-il dit. Quand j'ai raccroché, je suis resté assis un moment dans le calme de la nouvelle maison. Pas de bruit de circulation. Pas de grincement familier des vieilles lattes de plancher. Pas le poids de 26 ans pressant contre chaque mur. Juste le calme particulier d'un espace qui était entièrement à moi maintenant, façonné par rien d'autre que ce que j'avais choisi d'y apporter. Un homme découvre qui il est dans les espaces entre la catastrophe et la guérison. Dans les décisions qu'il prend quand personne ne regarde. Dans les choses qu'il choisit de porter vers l'avant et les choses qu'il laisse à la porte. J'avais été testé d'une manière que je n'avais pas choisie et que je n'avais pas méritée. J'en étais sorti avec mon nom intact, mon dossier propre et mes yeux ouverts d'une manière qu'ils ne l'avaient pas été auparavant. C'était ça le véritable inventaire. Pas la maison, pas les comptes, pas le paiement de l'assurance qui avait finalement été redirigé par ordonnance du tribunal. Juste l'homme que j'étais encore, quand tout ce qui avait été construit sur un faux terrain s'était enfin effondré. J'ai versé un verre d'eau, je me suis assis sur le porche orienté à l'est, et j'ai regardé les dernières lueurs quitter le jardin.